Bonsoir à tout le monde. Comme président de l'AGPI VGA, je vous salue cordialement pour ce webinaire Zoom. J'aimerais vous remercier pour votre intérêt et pour votre temps après sûrement un long jour de travail. Les pharmaciens et son team sont en vogue, surtout pendant cette pandémie. Le thème de ce webinaire Zoom est renforcer l'approvisionnement soins de base et la sécurité de l'approvisionnement. Pourquoi cette inaction? J'aimerais déjà maintenant remercier le team autour de notre directeur Andreas Faller et tous les intervenants ce soir, spécialement à notre présidente Martine Ruckli. Au moment, elle est en vacances, mais elle travaille jour et nuit pour la pharmacie suisse. C'est incroyable. Je remercie beaucoup. Maintenant, pour diriger le programme, je donne la parole à notre directeur Andreas Faller. Andreas. Merci beaucoup, Stéphane. J'aimerais commencer avec quelques remarques pour l'échauffement dans le sujet. Et puis, je me réjouis d'avoir l'entretien avec Martine Ruckli. Et après, on a une présentation par Enea Martinelli, Monsieur Mr. Sécurité d'approvisionnement. Puis, je me réjouis d'avoir un entretien avec deux présidents des groupements de l'AGPI, Frédéric Schaller et Laurent Viana. Et pour terminer, j'aurai un interview avec conseiller national Lorenz. Alors, je pense que c'est un programme très intéressant. Et je commence, comme j'ai dit, avec un petit échauffement, quelques faits juste pour commencer pour entrer un peu dans le sujet. Peut-être quelques d'entre vous se souviennent, il y avait un rapport l'année 2016 concernant la place des pharmacies dans les soins de base. C'était le résultat d'un postulat de la conseillère nationale Ruth Humbel. Et là, le Conseil fédéral a clairement dit, oui, les pharmaciens, ils doivent avoir une position dans les soins de base, ils sont importants. Mais jusqu'à maintenant, rien ne s'est passé. Alors, on n'a rien fait de la part de la Confédération vraiment pour établir, améliorer la situation. Disons, on n'a pas fait beaucoup. Alors, il y a toujours du travail à faire. Et si on a demandé à l'époque, les représentants de l'Office fédéral de la santé publique, pourquoi vous ne faites rien? On nous a dit non, c'est pas nous. C'est pas à nous maintenant de continuer ce chemin pour établir une position pour les pharmaciens. Alors, je suis très intéressé d'avoir appris l'opinion de Martine Ruckli à peu près par rapport à ce sujet. Mais ce qui était intéressant, maintenant dans la pandémie Covid, j'ai vécu une situation où un médecin cantonal m'a dit, écoutez, les pharmaciens, ils n'ont pas une importance dans le système de santé. Alors ça, c'est quand même intéressant et on va discuter ce sujet aussi après. Sécurité d'approvisionnement. Dans cette pandémie Covid-19, il y avait plusieurs interventions parlementaires. Au printemps 2020, les parlementaires ont exprimé leurs soucis par rapport à la sécurité des approvisionnements, manque des masques, manque des moyens de désinfection, manque des médicaments. Et le Conseil fédéral a promis d'abord de fournir un rapport, même dans l'année 2020. Après, on a corrigé ça. Le Conseil fédéral a dit, oui, 2021, vous aurez quelque chose. Maintenant, si on consulte le site Internet de l'Office fédéral de santé publique, ils disent 2022. Alors, on espère vraiment qu'il y a quelque chose 2022 et que ça ne change pas après 2023, 2024, parce que ce sujet, vous allez le voir, est vraiment très important. Parce que la troisième pandémie, dans 20 ans, ce n'est pas la dernière. Alors, il faut vraiment être préparé à ce qui vient de se passer. Et là, il faut, comme j'ai dit, il faut une pression, il faut un travail vraiment sous pression. L'ancien directeur de l'Office fédéral de santé publique, le professeur Thomas Zeltner, a fourni un rapport au Conseil fédéral décembre 2018. Et il a vraiment levé la main en disant on a des grands risques concernant la sécurité d'approvisionnement dans les situations de crise. Qu'est-ce qu'il a fait le Conseil fédéral? Il a mis ce rapport dans le tiroir et quelques mois après, il a éliminé tous les stocks d'alcool en Suisse. C'est pourquoi on a eu des immenses problèmes. Vous vous souvenez, au début de la pandémie avec les moyens de désinfection.
Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises avec le professeur Sellner. Il est frustré parce qu'on n'a même pas pris connaissance, même pas pris acte de son rapport, de son expertise. Et une autre personne qui nous avertit depuis des années, c'est Enea Martinelli, bien connu à tout le monde d'entre vous, vice-président de Pharma Suisse avec son site internet drugshortage.ch. Il a précisément, depuis des années, il nous montre où il y a les lacunes, où les choses manquent. Mais il n'y a pas de réaction de l'administration, pratiquement pas de réaction du Conseil fédéral. Et ça quand même, ça crée des soucis. Et en effet, qu'on voit maintenant, il y a des entreprises qui ont commencé à établir des capacités de production, par exemple, concernant les masques en Suisse. Et juste après une première phase où on avait vraiment des problèmes de l'approvisionnement, les cantons commencent déjà à commander des choses en Chine, comme d'habitude, et les producteurs en Suisse, ils nous disent, OK, on va arrêter la production, on va déménager nos machines. Je connais un qui m'a dit, je vais déménager mes machines en Hongrie, j'ai une entreprise là, je vais produire pour la communauté européenne à un tiers des coûts de production, mais à la prochaine pandémie, je ne reviens plus avec la production. Et on regarde ça, on voit ça, on se demande, mais pourquoi on ne fait rien pour maintenir ces choses, pour soutenir ces entreprises qu'ils maintiennent ces capacités en Suisse pour garantir un minimum de sécurité d'approvisionnement. Moi, je peux vous dire, je ne comprends pas ça. On ne comprend pas le Conseil fédéral, on ne comprend pas les autorités, l'administration, pourquoi on ne fait rien pour maintenir ces services en Suisse. Mais quand même à lumière d'espoir au ciel, c'est ce groupe parlementaire, intergroupe parlementaire sécurité d'approvisionnement qui a été fondé avril de cette année, juste il y a 2 mois, et qui a été annoncé au Conseil national et au Conseil des États. Vous allez voir après mon entretien avec Lorenz, co-président de ce groupe. Et on attend beaucoup de ce groupe vraiment pour améliorer la situation pour travailler pour le futur. Alors, les questions qui se posent si on voit que les choses ne vont pas dans la bonne direction, pourquoi la Confédération n'agit-elle pas malgré les expériences faites dans le cadre de la pandémie de COVID-19? Le temps n'est-il pas vraiment pour intervenir énergiquement? Pourquoi pratiquement rien ne se passe? Et pourquoi n'a-t-on rien fait depuis des années, des nombreuses années en arrière? A-t-on sous-estimé le problème? Et pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas écouté les avertissements des experts, comme par exemple le professeur Sellner? On va essayer de trouver des réponses à ces questions dans notre webinaire. Et pour commencer, je salue cordialement Martine Rouclé, la nouvelle présidente de Pharma Suisse. C'est comme notre président de l'AGPI, Stéphane Will, a dit, même malgré ou bien qu'elle est en vacances, elle se prend le temps pour être avec nous ce soir. Je te remercie beaucoup, Martine, de te prendre un petit peu de ton temps avec l'AGPI, avec notre webinaire. Ma première question. J'ai parlé de ce rapport concernant la place des pharmacies dans les soins de base, le rôle des pharmacies. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi les choses ne sont pas développées vraiment dans la meilleure des possibilités pour les pharmaciens? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que Pharma Suisse peut faire pour améliorer la situation pour les pharmaciens dans le système des soins de base? Alors déjà, bonsoir à tous et merci de l'invitation, puis merci de partager ce moment ensemble. Oui, Andrea, c'est juste, on a eu ce rapport en 2016, on se réjouissait énormément, on se disait c'est bon, on va y arriver. Je pense qu'il y a eu plusieurs problèmes. Déjà, on sait qu'il y a eu un changement de loi tout de même, hein, la loi sur les professions médicales qui nous a donné des compétences. Et puis, on a eu des compétences dans la vaccination, on a eu des compétences dans la prévention, mais aussi dans l'anamnèse, le diagnostic. Et puis, qui dit compétence dit toujours formation. Et puis, qui dit formation dit
implémentation de la prestation et la faire connaître. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que on n'y est pas arrivé pour l'instant. Premièrement, je pense qu'on doit justement renforcer le développement de prestations. On avait des prestations avec Netcare, on avait commencé pour le triage, on avait la vaccination. Je dirais la vaccination, c'est vraiment l'exemple qui a le mieux abouti. Le triage, ça c'est bien établi. On fait des triages approfondis déjà dans de très très nombreuses pharmacies. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à ce niveau-là encore? C'est bien sûr la rémunération. Donc ça, c'est un point essentiel, il est clair, je vais y revenir. Et puis, le troisième point qu'on avait dit, qu'on avait toujours dit, c'est aussi le suivi des patients chroniques. Donc, vous voyez, dans toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des nouvelles prestations. Et là, on est en train, il faut qu'on renforce le développement de ces nouvelles prestations. Et puis, deuxièmement, il y a l'implémentation de ces prestations qui est très difficile. Je suis ça depuis de très nombreuses années avec la FIP. Et en fait, on se rend compte dans énormément de pays que l'implémentation est difficile. Pourquoi? C'est tout de même un changement de culture et je crois que nous tous, on le voit actuellement avec cette pandémie où là, tout d'un coup, on a dû faire des prestations, hein, le testing en pharmacie, par exemple, la vaccination en pharmacie. Le testing, c'était quelque chose de totalement nouveau. Il y avait la rémunération. N'empêche, vous voyez, même avec la rémunération, on n'a pas 1800 pharmacies qui testent, on en a seulement à peu près 360. Pourquoi? Il y a beaucoup de barrières et dans des cas, c'est des barrières différentes. Mais qu'est-ce qu'on voit? On va avoir des barrières qui sont dues, par exemple, à l'aspect logistique. Vous n'avez pas une pièce de consultation. Il y avait des cantons qui demandaient une entrée séparée. Ça, c'est des problèmes qui arrivent souvent. Mais il y a aussi, bien sûr, les problèmes de personnel. Il faut avoir assez de monde pour le faire et l'organisation du quotidien en dépend. Donc, vous voyez, on a oui, développer des prestations. Le deuxième problème, c'est les implémenter. Puis le troisième problème, j'en parlais, c'est la rémunération de ces prestations qui permettent donc d'en vivre. Et il faut que ces prestations soient connues du public. Ça aussi, c'est un point essentiel. On a été très mauvais jusqu'à présent pour documenter ce que nous faisions à la pharmacie. Et je pense que c'est devenu essentiel pour nous parce que c'est seulement ainsi qu'on va persuader les autorités que nous sommes vraiment importants dans les soins primaires. Ces derniers mois, je l'ai dit avant, il y a eu des médecins cantonaux qui ont nié l'importance systémique des pharmacies. Qu'est-ce que tu en penses? Ça nous fait rigoler, c'est clair, mais quand même. Non, ça nous fait plutôt pleurer que rigoler. Hein. Oui, tu as raison. En principe, ça, oui, on doit être frustré qu'il y a un mauvais état d'information dans les rangs des médecins cantonaux. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, pour corriger cette vision complètement fausse? Alors, je pense qu'il faut déjà être en dialogue parce qu'il faut absolument discuter avec ces médecins cantonaux, avec ces pharmaciens cantonaux pour dire ce genre de choses. C'est clair et évident que nous sommes importants dans le système de santé. Je dois dire que pour ma part, l'expérience que je fais surtout avec les autorités, elle est différente. Hein. On a des contacts, 1, 2, 3 fois par semaine avec les autorités, surtout avec l'OFSP. Et là, c'est un changement majeur. Hein. Moi, j'ai été à PharmaSuisse 20 ans, on n'avait jamais des contacts aussi fréquents. Donc, et puis là, chaque fois dans les discussions, ils disent oui, on ne peut pas faire sans vous, il faut absolument que les pharmaciens participent. Encore aujourd'hui, on écrit une lettre ensemble pour les pharmaciens cantonaux pour montrer l'importance des pharmacies. Donc, je crois qu'au niveau des autorités, c'est arrivé. Au niveau, je pense, de certains cantons, surtout dans les cantons où il y a peu de pharmacies, c'est clair que la présence de la pharmacie, elle est peut-être moins visible et c'est un débat, je dirais, de mauvaise guerre aussi, soyons clairs. En Suisse, on a encore pléthore de médecins. On n'a pas assez de médecins généralistes, mais on a tout de même énormément de médecins. Et qui dit pléthore dit pas de partage des compétences et des tâches pour garder en fait la grosse part du gâteau à soi-même. Donc, je pense que ça joue un rôle et nous,
on a fait une erreur, je pense jusqu'à présent, qu'on doit absolument être beaucoup plus présent d'un point de vue communication pour dire ce qu'on fait et aussi d'un point de vue de démontrer nos prestations et démontrer ce qu'on apporte dans le système de santé. Vous tous, moi aussi, combien de fois on a checké des interactions, on a téléphoné au médecin, on a corrigé des doses, combien de fois? Comment on a documenté ça? On n'a jamais utilisé ces données pour faire une action politique et dire, hey, s'il n'y avait pas ça, les gens finiraient plus souvent à l'hôpital, il y aurait plus de problèmes aux urgences. On n'a pas assez fait et on doit le faire. C'est vraiment extrêmement important pour pouvoir positionner les pharmaciens et renforcer. Je crois que le Covid nous donne un momentum. Il faut qu'on l'utilise. Il faut aussi faire de la publicité de ce qu'on fait, de montrer aux gens, chez moi, vous pouvez avoir telle prestation et cette prestation, c'est clair, fait que vous n'aurez pas besoin, par exemple, d'aller aux urgences ou d'aller chez un médecin. Mais on doit gagner aussi au niveau des tarifs. On se bat aussi sur ce point-là pour que justement, ce ne soit pas tout le patient qui doit payer de sa poche. Ouais, ma prochaine question, cela fait des années que les experts mettent en garde contre des problèmes d'approvisionnement en médicaments, produits médicaux et matériel de protection. Et ces difficultés sont massivement aggravées, on a dit ça déjà, pendant la pandémie Covid-19. Mais pourquoi la Confédération, pourquoi les cantons n'agissent pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer les travaux dans ce domaine? Parce qu'il y a vraiment une urgence de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a urgence. Alors, vous savez, quand avait été votée la loi sur l'épidémie, il y avait eu des plans pandémie qui ont été faits. Or, ces plans pandémie, on ne les a jamais exercés. Et je pense que si on n'exerce pas, on ne se rend pas compte. En plus, je pense que le gros problème qu'on a aussi en Suisse, c'est tout de même ici le fédéralisme qui nous joue un mauvais tour. Parce que tout le monde se reporte la responsabilité. Les cantons disent, on voit actuellement déjà ce qui se passe. Tout d'un coup, c'est la Confédération qui dit, ah ben non, ce sera les cantons qui seront responsables. Après, les cantons doivent s'organiser. La Confédération dit, ah ben ça ne va pas, il faudrait que je reprenne la responsabilité. Donc, vous voyez que là, il y a vraiment des problèmes. En plus, dans ces plans pandémie, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y avait des gens ou des choses ou différentes étapes qui étaient utilisées par plusieurs personnes en même temps de façon différente, ce qui fait que c'était juste ingérable. Vous aviez une personne importante, par exemple, je ne sais pas, dans le stockage, qui était aussi importante pour la gestion de crise. Impossible d'avoir la même personne à deux endroits au même moment. Donc, ce genre de choses fait qu'on n'a jamais exercé ces plans pandémie, on les a mis dans des tiroirs. Alors, on a fait l'erreur de ne pas le faire avant, mais maintenant, on a vécu cette crise. Maintenant, on a vu les manquements. Je crois qu'on est vraiment au point là-dessus. Ce qui serait grave, c'est qu'on n'apprenne pas de cette crise. Alors, on est encore un peu dans la gestion au jour le jour de cette crise. Je l'espère, dès qu'on va s'en sortir, là, ce sera essentiel qu'on se mette ensemble pour réfléchir comment gérer de nouvelles crises. Et si là, on n'a pas appris, alors vraiment, il faut qu'on fasse des actions politiques pour y arriver. Parce que là, ce serait vraiment très, très faible et vraiment très décevant. Oui, dans une fonction comme la tienne, ma prochaine question, dans une fonction comme la tienne, succès, frustration sont très proches. Tu sais ce qui vient maintenant. En principe, j'étais tellement heureux que j'ai vu que Pharma Suisse et FMH lancent ensemble un certificat de vaccination gratuit. Bon, moi, personnellement, j'étais très content de voir ça, que vous faites ça et que vous le faites ensemble. Vraiment excellent. Et puis, la grande frustration, vendredi passé, le conseiller fédéral d'Aix n'avait pas d'intérêt. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Oui, c'est une grande frustration parce que on a été mis sur le même pied que les entreprises qui avaient fait une offre. Je pense que franchement, la Confédération n'a pas vu et n'a pas compris qu'on était l'offre des prestataires de soins. Pourquoi on a fait cette offre? On a fait cette offre parce que dans le quotidien, en fait, qui sont les personnes qui vont authentifier les patients? C'est nous. Qui c'est qui va documenter le travail qui est fait? C'est nous. Qui c'est qui peut signer? C'est nous. Donc, vous voyez, on avait cette offre de dire, mais nous, on a tout à disposition, on peut authentifier, on documente de toute façon, on ajoute la signature. Il manquait
qu'une seule chose, c'est ce fameux sceau confédéral pour que ce certificat soit reconnu à l'international. Et on aurait pu travailler vraiment ensemble. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont déjà vaccinés. Et à eux, il faut faire en rétroactif, il faut leur donner un certificat. Et là, c'est clair que la Confédération, en lien avec les cantons qui ont ces banques de données, elle peut le faire plus facilement que nous. Ce serait difficilement gérable d'avoir chaque patient qui revient à la pharmacie avec un document quelconque et qu'on doit attester que cette personne est vaccinée sans avoir accès aux banques de données des cantons qui, eux, ont fait. Mais on parle de données rétroactives et surtout du proactif. Et n'oublions pas, on entend déjà maintenant, il faudra peut-être refaire une 3e vaccination, il y aura des boosters qui seront nécessaires, on va avoir des testings, des anticorps. Tous ces genres de choses vont venir et nous, on a dit, mais on a la solution, tout dans nos systèmes primaires, on peut vous aider à le faire et on peut le faire et c'était le grand avantage rapidement. Parce que la Confédération nous le promet pour le 7 juin. Je doute fortement, mais on va voir. S'ils arrivent, tant mieux, hein, comme disait Andreas, on applaudira s'ils y arrivent. Mais vous savez que maintenant, ils veulent faire les interfaces directement avec les softwares des providers de systèmes IT. Peut-être que les plus grands y arrivent rapidement, peut-être que les autres, ce sera plus long. Il y a aussi un problème de sécurité des données. Pour nous, on voulait que les données restent à la pharmacie parce que comme ça, il n'y a pas de transfert sur le web des données. C'est ce qu'on voulait. Et si l'État avait donné ce sceau, c'était absolument faisable. Ils n'ont absolument pas compris, pas voulu comprendre. Ça a été un gros blocage, malheureusement. Et pour ne pas perturber la population, d'avoir 2 certificats, un sans sceau, avec sceau, on a retiré notre offre. On attend, qui sait. Si ça ne marche pas le 7 juin, on ne sait pas. Ouais, c'est ça, j'ai écrit un petit article avec le titre Le mot inconnu Public-Private Partnership. C'est un mot inconnu à l'administration Malheureusement. et au département des affaires internes. Malheureusement. Mais une chose, et c'est vrai, Andrea, tu disais dans la question, une chose à laquelle je suis absolument ravie, c'est le fait qu'on collabore avec les médecins. Et ça, c'est nouveau. On est ensemble, on a une collaboration, on a vraiment un échange en vraiment toute franchise et cette volonté de travailler ensemble aussi pour défendre les soins primaires. Et vraiment, pour nous, pharmaciens, c'est une grande chance. Ben, c'est tombé qu'on s'est trouvé 2 femmes qui arrivaient nouvellement et puis on s'est donné cette ouverture d'essayer de travailler ensemble. Et je pense que c'est vraiment une grande chance pour nous, ce départ. Et on disait avec Yvonne encore l'autre jour, on se réjouit de projets futurs parce qu'on a envie de continuer à travailler ensemble. Oui, vraiment, je vous félicite et j'exprime mon respect pour ce grand pas que vous avez fait parce qu'il y avait toujours disons, des problèmes ou des malentendus entre médecins et pharmaciens et je trouve que c'est excellent ce que vous faites maintenant. C'est vraiment un signe, un grand signe aussi vers l'extérieur. On essaye. En tout cas, il faut continuer à travailler et puis dans le respect, on aura toujours des différences. Il y aura des projets où on sera moins liés. Mais si on a ce respect les uns des autres et qu'on sait qu'on travaille ensemble pour les prestations primaires, pour les soins primaires, je pense que c'est essentiel et on va tous y gagner. Alors, je trouve que c'est un bon mot final pour notre entretien. Merci beaucoup, Martine. Merci, Andreas. Tu t'as pris le temps pour être avec nous. On voit maintenant avec les nouveaux chefs à pharmacie, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ça, il faut pour survivre dans ce genre de domaine de la santé. Je te souhaite cordialement bonne chance dans ton travail. Merci. Beaucoup de patience tout le monde. Et beaucoup de persévérance. Exactement, c'est ça. Et on peut y arriver ensemble, je suis sûre. Merci à tous et merci d'avoir participé ce soir. On continue d'écouter la suite. Okay. Merci beaucoup, Martine. Merci. Puis, on va au prochain point de notre programme. Je vous ai dit, on a une présentation de Léa Martinelli qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, mais on a enregistré sa présentation. Vous allez voir, le PowerPoint est en anglais. Il va parler français, mais les slides sont en anglais. Vous pouvez déjà maintenant aller sur notre site internet www.agpi.ch
Et vous trouvez déjà maintenant là sa présentation en français. Donc, si vous voulez même suivre son discours avec les slides en français, allez vite sur notre site Internet ou vous pouvez, après le webinaire, voir les slides, consulter les slides sur notre site agpi.ch. Alors, je demande notre service technique de nous montrer cette... ça y est. Alors, je vais vous parler des stock-out des médicaments en Suisse, la pénurie et les développements des récentes et les chemins possibles qui mènent à une solution. Vous voyez ici la statistique des pénuries de médicaments. Vous avez 3 ou 4 catégories. L'une, c'est sur la liste of Essential Drugs de l'OMS. L'autre, c'est sur la liste de l'Office fédéral de l'approvisionnement économique. C'est la part en gris. Et en jaune, c'est la mixture des deux. C'est les médicaments qui sont sur les deux listes. La liste suisse contient seulement les médicaments qui sont nécessaires pour survivre et l'OMS définit un médicament essentiel comme un médicament qui est nécessaire, qui a une nécessité médicale. C'est deux choses différentes. Et vous voyez ici que quand même, il y a un grand nombre de médicaments qui étaient pas disponibles pendant ce temps-là. Vous voyez le pic lors de la première vague de la crise COVID et maintenant ça stabilise sur le niveau de 2016 à peu près. C'est toujours un haut niveau, c'est un niveau considérable. Ça contient à peu près 5% des médicaments qui sont en charge des caisses maladie. Vous voyez ici l'ATC groupe N. Et vous voyez par exemple les antiépileptiques. Il y a un seul produit qui est sur la liste de l'Office fédéral. Et vous voyez les pénuries qu'il y avait le 6 août 2019. C'est là où j'ai fait l'analyse pour présenter dans une clinique épileptique. Vous voyez, il y avait 21 pénuries des antiépileptiques. Ce groupe est spécial parce qu'il n'existe presque pas sur la liste de l'Office fédéral. Et il y avait beaucoup de pénuries et en plus, s'il y a une pénurie dans ces classes-là, il y a un effet immédiat sur le patient. Par exemple, des attaques épileptiques et autres, si vous ne prenez plus votre médicament, votre antidépresseur, il y a un effet très vite. Et là, il faut avoir un système qui contrôle si les médicaments sont encore là ou s'ils ne sont pas là. Alors, le système suisse n'est pas résilient. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de réagir dans des crises, spécialement dans des formes spéciales pour des groupes vulnérables. Par exemple, les personnes âgées, les enfants, les patients dans une situation palliative. Pour traiter ce patient-là, il manque très peu. Quand il y a une pénurie, il n'y a plus rien. Il y a des exemples qui existaient, par exemple, le syntocinon pour les femmes enceintes ou la vitamine K comme antidote contre syndrome et Marcumar. Si on n'a pas ces médicaments-là, il manque beaucoup. Il y a les responsabilités entre la fédération et les cantons ne sont pas tout à fait claires. Au niveau de la Constitution, c'est clair. La fédération est seulement responsable
pour des médicaments spéciaux life-saving drugs, je ne sais pas le terme en français, mais life-saving drugs, les antidépresseurs et les antiépileptiques et tous ces autres médicaments sont affaires des cantons. Et les cantons ne sont pas conscients qu'ils sont responsables. C'est pourquoi il y a toujours comme une pomme de terre chaude qui est placée entre les cantons et le gouvernement. Et les politiciens suisses qui sont conscients du problème sont très rares. La Suisse est toujours considérée comme pays du lait et du miel des pharmaceutiques. Quel est le chemin dehors? Il faut clarifier les rôles entre la Confédération et les cantons. Et pour moi, c'est une affaire de la Confédération de rendre possible l'accès à ces médicaments. Il faut clarifier le terme de la nécessité médicale. Il y a une définition dans la Constitution et cette définition n'est pas vraiment capable à résoudre le problème. Et il faut définir les classes des médicaments, les médicaments et les dosages et définir des règles qu'il faut appliquer pour l'approvisionnement. Ça contient aussi des prix. Si on a défini ça, on peut parler aussi des prix parce que là, on sait qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, on définit les prix et on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Il y a un exemple canadien qui définit des médicaments où on peut mettre le marché à tout prix, on peut détruire tous les prix pour les médicaments qui ne sont pas vraiment nécessaires. C'est les médicaments en jaune. Les médicaments en jaune, ils ont besoin de plusieurs places de production, par exemple en Asie, en Europe ou aux USA, mais pas un seul lieu de production. Et ceux en rouge, là, les Canadiens veulent le produire eux-mêmes, mais pour la Suisse, c'est pas réaliste. Alors, il faut travailler avec des contrats avec d'autres pays ou une collaboration avec d'autres pays. La conclusion est qu'il faut définir les rôles entre la fédération et les cantons. Il faut clarifier le terme de la nécessité médicale pour les médicaments, pour les formes de médicaments et les dosages. Par exemple, ça peut être qu'un médicament n'est pas nécessaire pour des adultes, mais pour les enfants. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme qui est nécessaire et un certain dosage, mais pas tous. Il faut constamment redéfinir la liste pour des aspects scientifiques et les aspects du marché. S'il y a un seul qui est en Suisse, c'est autre chose que quand il y a avec quatre différents producteurs de l'actif principe, le principe actif. Il faut monitoriser les pénuries, il faut clarifier les raisons pourquoi et il faut définir les actions. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est changer la Constitution parce qu'il faut vraiment qu'on clarifie les rôles entre la Confédération et les cantons. Maintenant, ce n'est pas clarifié. C'est tout. Merci. Alors, une présentation très intéressante de Mr. Sécurité d'approvisionnement, Enea Martinelli, qui est vraiment l'expert numéro 1 dans ces domaines. Et vous avez vu à la fin, il a mentionné l'idée d'initiative populaire. Je peux vous communiquer un petit secret. Il y a un grand réseau d'organisations qui sont actuellement en entretien, qui sont en train de planifier, de déposer une initiative populaire par rapport à la sécurité d'approvisionnement. Dans les semaines prochaines,
vous allez avoir des nouvelles à propos de ça et on vous tient au courant. Mais il y a des choses qui vont se bouger, ça je peux vous dire. Et maintenant, on est très intéressé d'écouter à la base. Je salue cordialement dans ce webinaire Frédéric Schaller, président Pharma Romandie et pharmacien indépendant à Nodin. Il m'a dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de neige chez lui pratiquement. Dommage, hein? Chez nous aussi, il n'y a plus de neige. Et je salue aussi entre nous dans cette discussion Laurent Vianin, directeur Direct Care, deux groupements qui sont membres de l'AGPI et les deux sont dès le début membres du comité de l'AGPI. On travaille depuis des années, on travaille ensemble pour améliorer la situation des pharmaciens indépendants. Alors c'est un grand plaisir de vous accueillir les deux dans ce webinaire pour avoir un peu le feeling de ce qui se passe à la base et quelles sont vos expériences à la base. Je commence avec ma première question. J'ai déjà mentionné, et je l'ai discuté aussi avec Martin Ruckli, le rapport du Conseil fédéral par rapport à la place des pharmacies dans les soins de base. Alors, qu'est-ce que les pharmaciens, qu'est-ce qu'on peut faire à la base, les pharmacies à la base? Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer les rôles des pharmaciens dans la désert médicale de base de la population? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire, Frédéric? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a déjà dit Martine, comme fournir de nouvelles prestations de santé publique qui devront être rémunérées correctement, ou même parler de la liste B+, mais je dirais en plus des choses toutes simples qu'on peut faire nous les pharmaciens, comme déjà garantir notre accessibilité. Le pharmacien, et je dis le pharmacien, mais je pense naturellement aussi la pharmacienne, donc c'est pour moi le professionnel de santé universitaire le plus facile d'accès dans notre société. Donc, déjà, rien que là, c'est mieux qu'un pharmacien ne reste pas enfermé dans un bureau à l'arrière de la pharmacie, mais qu'il soit au maximum au contact de ses patients et qu'il donne toujours plus de conseils personnalisés. Je dirais aussi, il faut qu'on insiste sur notre proximité avec les gens, mais proximité dans le sens géographique. Ça pourrait être d'ailleurs un atout un jour, si on pense à l'opposé aux gros acteurs de la vente en ligne. Eh bien, nous, on est tout près de la population. Il faut qu'on utilise ça, il faut qu'on soit proche des gens, il faut qu'on soit présent dans nos officines et surtout, on communique un petit peu mieux ce que nous faisons tous les jours. Laurent, tu as quelque chose à rajouter à ce que Frédéric a dit dans ton point de vue? Non, je pense que ce qui est important de dire aussi, et je rejoins ce que Martine a dit au début de son intervention, si on souhaite développer des prestations de base, des nouvelles prestations pour les soins de base, il faut absolument s'occuper du financement, de la rémunération et du retour sur investissement pour que finalement les pharmacies soient accompagnées en fait dans ce changement, dans ce nouveau rôle qu'elles peuvent jouer, et pas toujours qu'on attende des pharmacies qu'elles proposent des nouvelles prestations et puis qu'on négocie ensuite les contrats, les conditions cadres et la rémunération. Donc c'est important qu'on puisse développer des modèles qui soient aussi solides financièrement. Ça veut dire qu'on reconnaisse que le travail du pharmacien a une valeur et qu'il soit payé pour la juste valeur. J'ai dit avant, il y a des médecins cantonaux qui disent que les pharmaciens n'ont aucune importance systémique. Martine a dit que ça nous devrait faire pleurer. Qu'est-ce que tu dis, Laurent? Ça te fait pleurer ou il faut rigoler ou qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour améliorer ce point de vue qui est, nous le savons, qui est complètement faux, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce point? Bon, c'est vrai que ça m'a fait pleurer aussi un petit peu, j'avoue, hein. Ça montre que finalement dans les cantons, en tout cas dans certains cantons, des personnes connaissent finalement assez mal notre système de santé et le rôle du pharmacien dans le système de santé. J'aimerais citer un exemple ici de la première vague, quand on a demandé à partir du mois d'avril à la population de rester à la maison. Les pharmaciens sont restés ouverts, les pharmacies sont restées ouvertes et on a dit, OK, ce serait vraiment intéressant pour la population qu'on organise la livraison à domicile. Donc, on a développé un système avec un système en ligne, avec la possibilité de réserver la livraison à domicile. Et puis, ça a été interdit dans certains cantons sous prétexte que
finalement, c'était une promotion ou une publicité pour la livraison à domicile. Donc là, on voit que c'est vraiment en fait une question de mal connaître le système. Je pense que typiquement, les autorités cantonales, elles devraient mieux accompagner le changement plutôt que se cacher derrière des lois qui sont parfois un peu désuètes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Suisse romande, on a plutôt été assez bien entendu par les cantons. La collaboration se passe plutôt bien. Frédéric pourrait en parler mieux que moi. Il y a 2 ans, dans le canton du Valais, donc les médecins voulaient introduire la dispensation médicale et c'est le département de la santé et le Grand Conseil qui s'y sont opposés. Et puis, on voit aussi que finalement, les autorités ont reconnu l'utilité de la pharmacie pour la distribution des autotests. Donc voilà, je pense qu'il y a une nécessité de dialoguer avec les cantons. Dans les cantons où ça se passe bien, il faut le dire. Et dans les cantons où ça se passe moins bien, il faut prendre contact avec les cantons. Il faut construire le dialogue. Il faut construire les réseaux. Et Frédéric, comment tu te sens comme pharmacien dans ton travail quotidien sans aucune importance systémique? Alors bon, je ne me suis pas senti complètement concerné par cette attaque, on va dire, parce que c'est vrai, Laurent l'a signalé en Valais, par exemple, on a de très très bons contacts avec le département, on est en permanence en contact, ça se passe bien, et ils nous trouvent relevants dans le système, ils ont besoin de nous. Je discute aussi des fois avec des collègues présidents romans des sociétés cantonales, et alors il y a toujours des différences d'un canton à l'autre, mais grosso modo, et particulièrement en cette période de pandémie, on a remarqué que les autorités reconnaissaient encore plus qu'avant cette importance des pharmacies. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas trop retenir cette phrase-là et je vais me dire qu'en collaborant bien avec les autorités, tout le monde sortira gagnant, autant les autorités que nous, les pharmaciens d'office. Alors, espérons que cette crise a peut-être aussi des effets positifs, qu'on arrive à ouvrir les yeux de certains gens dans l'administration cantonale pour leur montrer ce que ça veut dire, l'importance systémique. Mais c'est clair, pour nous, comme personne à l'intérieur, ça nous fait rigoler ou pleurer, comme ça a été dit, mais espérons que la fausse vision de certains gens peut être corrigée. Passons au sujet de la sécurité d'approvisionnement. On a déjà parlé de ça. Comment avez-vous vécu ces problèmes d'approvisionnement avant la crise Covid, mais certainement aussi dans la crise Covid? Qu'est-ce qu'il faut faire de votre point de vue pour éviter de tels problèmes dans l'avenir? Frédéric. Alors, avant la pandémie, c'était surtout les médicaments qui étaient en rupture de stock. Plus particulièrement d'ailleurs les médicaments bon marché et assez souvent des génériques d'ailleurs. Tandis qu'au début de la pandémie, c'est plutôt le matériel de protection qui a fait défaut. Les masques chirurgicaux par exemple. Et ça a été un peu le problème un peu partout. Il y a aussi eu le problème des désinfectants, mais là, heureusement que les pharmacies étaient présentes, qu'elles ont fabriqué à large échelle des désinfectants hydroalcooliques, mais bon, elles ont aussi souffert de nouveau d'autres ruptures de stock, cette fois c'est la matière première, à savoir l'alcool. Donc comment est-ce qu'elles ont vécu ça? Finalement, ils ont vécu assez difficilement parce qu'il a fallu redoubler d'énergie, alors que nous étions déjà sous pression. Il a fallu entreprendre des démarches pour arriver à répondre à la demande, et puis on peut dire que les pharmacies, elles ont géré. Mais je trouve que ce serait le moment que nos autorités prennent enfin conscience que ce n'est pas parce que les pharmacies gèrent chaque jour et font un sacré job chaque jour pour trouver des solutions à ces ruptures que le problème n'existe pas ou qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc maintenant, dans la deuxième partie de ta question, tu avais demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir pour éviter. Je dirais... Actuellement, les productions médicamenteuses se font un peu à flux tendu. Il y a un grain de sable et ça bloque. Ce grain de sable, ça peut être par exemple une demande subitement plus forte et on a une rupture de stock. Le problème, c'est que l'industrie est quand même assez mise sous pression par nos autorités qui imposent toujours plus de baisse de prix. Comme je l'ai déjà dit, souvent sur des médicaments à prix déjà très bas. Donc, résultat des courses, l'industrie optimise ses processus de fabrication, minimise les stocks, mais ça ne donne pas droit à l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour moi, il faut, d'une part, arrêter de mettre encore plus de pression sur les médicaments, au niveau des prix, sur le prix des médicaments. Il faut éviter, et il faudra éviter à tout prix d'instaurer le système de prix de référence.
qui est vraiment une très, très mauvaise idée. Et puis, comme l'a peut-être un petit peu évoqué Enea, on ne devra pas aussi avoir systématiquement recours à la délocalisation. Je pense là en particulier à la Chine ou à l'Asie. Nous, les Européens, mais tout l'Occident, on a été dépendant de l'Asie l'année passée pour les masques de protection. Il faut simplement éviter que ça se reproduise en arrêtant de vouloir toujours payer moins cher pour des fois de la qualité même moins bonne et donner un peu plus de chance aux fabrications locales ou du moins plus proches de chez nous. C'est ainsi qu'on pourra assurer cette sécurité d'approvisionnement, même dans une période spéciale comme une période de pandémie. Alors, j'ai mentionné avant le projet d'initiative populaire. On travaille à ça, mais il y a un autre aspect, un autre sujet qui nous occupe beaucoup, c'est le Conseil des États maintenant qui s'en occupe d'introduire un nouveau système de prix de référence. On est dans une grande alliance, l'AGPI, on se bat contre ce système de prix de référence parce que ça peut, comme tu l'as dit, ça va encore pousser en avant ces effets négatifs. Et alors, on est vraiment en train de se battre contre ça. On a eu du succès au Conseil national l'octobre passé. Maintenant, au Conseil des États, c'est la deuxième bataille, mais on fait tout pour éviter vraiment ce système parce que ça va aggraver les problèmes. Laurent, qu'est-ce que tu dis selon ton expérience, ton point de vue à propos de ce sujet? Bon, je profite de ton message sur le prix de référence pour insister, pour dire aussi qu'on a, dans certains cas, j'ai travaillé longtemps dans l'industrie pharmaceutique, on était confronté à ces cas. On a dans certains cas des références dont le volume est relativement faible en Suisse et puis qui ne les rend pas intéressantes pour le marché suisse, qui est un marché de petite taille en 3 langues complexes. Et donc, si on ne fait rien, puis qu'on se base tout le temps uniquement sur le prix et sur le prix de référence et sur la comparaison des prix avec les pays étrangers, on va avoir le risque que ces produits sont si peu intéressants pour leurs distributeurs en Suisse qu'on va les retirer du marché. Donc, il y a vraiment un risque qu'il faut qu'on protège vraiment ces produits. Et puis pour revenir sur ce que Frédéric disait tout à l'heure concernant les initiatives qui ont été prises par les pharmaciens pendant la première vague pour trouver des solutions hydroalcooliques, pour trouver des masques, je trouve effectivement que c'est très dommage qu'on a vu certains pharmaciens qui sont même mis à produire des masques notamment. Et puis effectivement, il faut les soutenir, il faut absolument qu'on soutienne et que l'État aussi soutienne ces entreprises qui ont développé des systèmes qui sont intéressants mais qui doivent être durables, c'est-à-dire qu'on doit les pérenniser et pas seulement considérer la pandémie Covid comme quelque chose de one-shot. Et puis quand tout sera fini et que les médias seront plus intéressés par la pandémie, qu'on oublie aussi les pharmacies et les pharmaciens, pharmaciennes et toutes les initiatives qui ont été prises. Alors, on est déjà au bout de notre temps. Je vous remercie beaucoup cordialement pour cet entretien. Alors, moi, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire, mais alors, je me réjouis de continuer le travail avec vous dans l'AGPI et on va continuer à se battre pour les intérêts des pharmaciens indépendants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Alors, et on passe au dernier point de notre ordre du jour de notre webinaire. Je vous ai dit avant, j'ai eu la chance, la possibilité de parler avec le conseiller national Lorences, qui est le nouveau co-président de la groupe parlementaire sécurité d'approvisionnement. On a enregistré cet entretien, cette interview, et je demande à la technique de commencer cet enregistrement. Alors, c'est un grand plaisir d'accueillir Lorences dans notre webinaire. Lorences, il est conseiller national depuis 2011. Il est membre de la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé publique du Conseil national. Et c'est pourquoi on est vraiment heureux qu'il est là avec nous dans ce webinaire. Il est le co-président de la nouvelle groupe parlementaire de la sécurité d'approvisionnement. Bienvenue chez nous, Laurence, et merci beaucoup que tu prends le temps pour un petit discours avec nous. Je commence avec la première question. C'est la question qu'on se pose, surtout dans cette pandémie Covid-19. Ce n'est pas un nouveau problème, mais pourquoi le Conseil fédéral n'agit-elle pas? La Confédération, pourquoi elle n'agit pas?
à propos de ce sujet qui est vraiment, qui crée beaucoup d'inquiétudes dans la population, mais aussi dans les rangs des spécialistes et des organisations de la santé. Bonjour et merci pour l'invitation. Oui, je pense aussi que après cette pandémie, il faudra très bien regarder ce qui a été fait, ce qui a été pas fait, pour quelles raisons on n'a pas pris telle et telle mesure. Ça sera aussi un grand travail après la pandémie et ça serait un grand débat. Moi, actuellement, je fais une différence entre, en principe, 3 éléments, 3 points, ou on pourrait dire 3 raisons pour lesquelles on n'est peut-être pas absolument au point où on devrait être maintenant. Première chose, c'est des signes, des documents où je ne peux pas m'expliquer pourquoi on les a pas pris comme base pour agir. Ça veut dire, par exemple, le rapport de l'ancien directeur de l'OFSP, professeur Thomas Zeltner. Son rapport date de 18. Il a beaucoup à faire avec la Versorgungssicherheit. Il y a aussi beaucoup de documents et des dates de mon cher collègue Enea Martinelli sur ce sujet. Et là aussi, on sait qu'on a discuté, que l'administration a parlé aussi avec des associations assez importantes dans la politique de santé. Alors là, c'est des choses qu'on a vraiment raté, on n'a pas réalisé qu'il faut réagir. Deuxième chose, là, je dirais, c'est force majeure. C'est comme dans tout le monde. Je pense qu'il n'y avait aucun pays qui peut dire aujourd'hui on était parfaitement préparé. On était toujours les managers qui ont géré tout ça comme il faut. Je pense que cette pandémie nous a surpris. C'est plus ou moins c'est la même chose pour tous les pays, pour toutes les administrations, pour tous les gouvernements. Et là, il faut quand même dire que maintenant, après plus qu'une année, quand on fait la comparaison, la Suisse est pas parmi les derniers, pour au moins aussi dire ça une fois. La troisième chose, c'est même si c'était pas évitable, je pense, on a eu un changement dans la direction dans un moment où normalement on change pas le directeur ou la directrice. Je parle de l'OFSP. C'est pas, je fais pas des reproches à l'ancien directeur qui s'est retiré, pas de problème, mais c'est clair que si on pourrait choisir, on changerait pas dans une pandémie parce que c'est très difficile à vraiment surprendre pour la directrice et son équipe et de continuer tout ce qu'il faut dans un tel moment comme ça. Alors, tu as mentionné, il y avait par exemple l'expertise de professeur Thomas Zeltner, il y a le site internet drugshortage.ch de Enea Martinelli. Ça veut dire, c'est pas un nouveau problème. Alors, les experts ont toujours levé la main en disant, on a vraiment un grand risque. Mais quand même, quelques mois après cette expertise du décembre 18 de Thomas Zeltner, la Confédération a éliminé tous les stocks d'alcool. C'est aussi la raison pourquoi, au début de la pandémie, on n'a pas eu assez de moyens de désinfection. Alors, est-ce qu'on a sous-estimé le problème? Est-ce qu'on a été trop naïf de la part de la Confédération? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que oui. Tout d'abord, peut-être, comme peut-être aussi des autres, dans les autres pays, on a été surpris. On aurait eu la chance de se préparer mieux, c'est clair. Mais quand on regarde ce qui se passe maintenant, on voit de nouveau que c'est très difficile à vraiment faire la différence entre qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, où la pandémie est encore actuelle, c'est pas terminé, mais qu'est-ce qu'il faudrait quand même faire maintenant et
qu'est-ce qui est le reste qu'il faudra organiser pour, on n'espère pas, pour une prochaine fois. Et là, il faut aussi dire, moi, je dis, même comme membre du Parlement, il faut regarder un peu critiquement aussi sur le Parlement. Ce qui s'est passé dans la session de mars aussi, session extraordinaire, et quand je vois ce qui se passe dans la commission de santé, chaque jour, il y a une dizaine, pour ne pas dire une centaine de propositions à l'adresse de l'OFSP, à l'adresse du Conseil fédéral, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ajouter dans l'ordonnance, et ça nous aide pas là. C'est seulement pour avoir dit ça, c'est aussi le Parlement qui est pas très, oui, qui est plutôt un facteur qui est un peu est pas très favorable à procéder pour l'OFSP, mais quand même. Et il y a des idées qu'il faut traiter maintenant et il y a des choses à préparer pour après. Ok. Dans le Parlement, tu as mentionné la session extraordinaire du mai 2020. Dans le Parlement, il y avait beaucoup d'interventions. Le Conseil fédéral a toujours dit, oui, on va traiter le sujet très rapide. Au début, on parlait d'abord un rapport fin 2020, puis le Conseil fédéral a dit pendant l'année 2021. Maintenant, si on consulte le site Internet de l'OFSP, on voit le rapport va être fourni peut-être à l'année 2022. Alors, on se pose la question, combien de temps le Parlement acceptera encore de se patienter, d'accepter vraiment ce retard, qu'il n'y ait rien qui se passe? Oui, en ce qui concerne le rapport qui nous est promis, peut-être, ouais, on peut dire que on espère que c'est plutôt début de l'année 22 que vers la fin de l'année, ça serait déjà quelque chose parce que c'est encore maintenant on a encore quelques mois, je pense, jusqu'au moment où on sera de nouveau dans une certaine normalité. Mais à part de ce rapport et aussi à part de toutes ces interventions, je pense qu'il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant et qu'est-ce qu'il faut envisager pour la phase plus tard. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est de régler tous les contacts, tous les connections qu'on a besoin pour acheter des médecins qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas produire en Suisse. Là, c'est vraiment le moment maintenant de chercher tous ces partenaires et de s'installer d'une manière qu'on ait du succès après, parce que des Versorgungsengpässe qu'on les a vus et comme les spécialistes ont déjà prévu, ça doit pas arriver de nouveau. Ça c'est une chose. Ça doit être préparé maintenant, même si l'administration a beaucoup de travail avec la situation actuelle. Et pour le débat après, pour les idées, pour une stratégie après, je pense que là, il s'agit de faire une différence entre qu'est-ce que on peut vraiment faire en Suisse et où dans quel domaine on est c'est des partenaires externes qui nous aident. Par exemple, pour l'alcool en Suisse et pour les masques là, on devrait être capable de vraiment commander et calculer, faire sûr que ces réserves sont toujours dans un état où on peut les utiliser. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est des médicaments, par exemple, antibiotiques, où
où on doit se rendre compte que ça serait jamais produit en Suisse entièrement. Là, on est toujours, c'est toujours très important à avoir tous ces contacts, à s'installer, d'être parmi des premiers qui vraiment ont la chance de gagner là. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence. Il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Et là, il faut commencer aujourd'hui. Le rapport, oui, c'est bon quand il vient, mais il faut déjà agir maintenant. Et puis après, il faut se préparer là où on est, où il faut de la collaboration à l'extérieur. OK, merci. J'ai dit au début, tu es co-président de la nouvelle groupe parlementaire sécurité d'approvisionnement. Alors, quels sont les objectifs de ce groupe et que voulez-vous obtenir avec ce groupe? Je pense que ce nouveau groupe pourrait être un instrument où on essaye aussi d'agir mieux qu'avant. Ça veut dire ça vaut la peine de réunir ses collègues du Parlement qui s'intéressent vraiment à ce sujet, qui aussi veulent agir et aussi s'exposer. Il s'agit aussi de se mettre en contact avec les spécialistes, soit les grandes entreprises, soit des associations, soit des spécialistes comme Enea Martinelli, tout ça, pour vraiment créer le know-how qu'il faut. Et à la fin, cette troisième chose, de faire sûr que ces messages, ces idées vont à l'adresse correcte, dans une manière compréhensible. En principe, en quelques mots, l'idée de ce groupe, je pense que c'est vraiment le moment de commencer le travail de ce groupe. Alors, très intéressant, on est curieux et on se réjouit de voir le travail et l'effet de ce groupe. Oui, alors on voit, c'est un sujet important. Affaire à suivre, on pourrait dire. Merci beaucoup, Lorenz, pour cet entretien et à la prochaine. Le sujet va continuer à nous occuper. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Oui, mesdames, messieurs, on est arrivé à la fin de notre webinaire. Il me reste de vous remercier cordialement d'être avec nous, de suivre notre webinaire et les entretiens qu'on vous a présentés. Affaire à suivre, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais je peux vous dire qu'il y a une alliance des organisations qui travaillent fortement pour les intérêts des pharmaciens et surtout au premier rang l'AGPI, qui s'est investi fortement pour améliorer la situation, pour éviter des faux effets des évolutions. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Alors, il me reste remercier tout le monde, remercier tout le monde qui était présent aussi pour présentation et pour les entretiens qu'on a eus. Et je vous signale que ce webinaire va être enregistré, ou a été enregistré, et on va le placer sur notre canal YouTube et on va le placer sur notre site internet agpi.ch à partir de demain. Vous pouvez le voir là, vous pouvez le recommander aux gens qui n'ont pas eu le temps pour nous suivre ce soir. Et on peut le reconsulter après. Alors, merci beaucoup et je passe la parole pour le mot terminal à Stéphane Witt. Merci beaucoup, Andreas. C'est aussi à moi. J'aimerais remercier cordialement à vous tous, spécialement à mes collègues du comité, à notre directeur Andreas Faller et son team, mais aussi à tous les intervenants et surtout à notre présidente Martine Ruckli. Merci beaucoup. Elle a dit, nous sommes au milieu d'un changement de culture. C'est à nous de promouvoir la pharmacie de demain avec nos teams pour satisfaire les clients et les partenaires, ainsi que persuader les politiciens. C'est ça qui est très important. Un long chemin est devant nous, avec beaucoup de chances à prendre. Vous faites un travail extraordinaire derrière le comptoir. Maintenant, il faut agir aussi devant le comptoir et dans nos cabinets. Merci de tous vos services et de votre engagement quotidien. Je vous souhaite encore une bonne soirée, santé et à bientôt.